C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format de la chaîne YouTube de Stack Labs. Nous sommes vendredi 22 janvier 2021, 9h côté Montréal, 15h en France pour mes chers comparses toulousains. Et nous allons commencer cette première émission des Stack Rooms. Donc, c'est en mars 2013 qu'est publiée la première version de Docker. C'est aussi à partir de là que les microservices s'imposent petit à petit comme la nouvelle norme de l'industrie pour le développement et le déploiement d'applications. Alors d'autres n'avaient pas attendu Docker pour casser le monolithe et déployer massivement des conteneurs en production. C'est par exemple le cas de Google qui, à défaut d'avoir démocratisé les conteneurs pour le grand public, même si on pourrait parler d'App Engine, a su imposer Kubernetes, héritier de Borg, comme l'orchestrateur de conteneurs le plus populaire à ce jour. Et Kubernetes résout le problème de la MCO, de la maintenance en conditions opérationnelles des applications conteneurisées, mais c'est qu'une partie des enjeux qui sont apparus à l'aube de l'ère des microservices. De nouvelles méthodes et outils ont émergé pour combler les trous laissés dans les domaines de la surveillance, la sécurité, le déploiement des conteneurs. Mais aujourd'hui, est-ce que tous les problèmes sont résolus? On sait bien que non. Et alors que les plus conservateurs d'entre nous tirent la sonnette d'alarme face à une complexité semblant croître à l'infini des stacks technologiques nostalgiques de l'époque où il était encore possible de déployer du WordPress sans avoir à digérer l'ensemble des projets labellisés CNCF, une nouvelle catégorie d'outils apparaît dans le paysage, c'est le service mesh, ou maillage de service en bon français. Et donc, qu'est-ce que c'est que le service mesh? Est-ce que c'est un nouvel outil révolutionnaire et indispensable, ou est-ce que c'est juste un nouveau mot-clé venant ajouter des nouvelles pièces à un puzzle déjà bien peu évident à démêler que nous appelons architecture en microservices? Et pour parler de ça, je suis donc avec 3 collègues de Stack Labs qui ont accepté de prendre un peu de temps pour faire le tour de ces questions. Merci à eux. Bonjour Aurélie. Bonjour. Tu es développeuse depuis pas mal d'années, je ne sais pas si on peut dire combien exactement. Tu fais GDE sur la partie, voilà. GDE sur la partie GCP, tu écris beaucoup, tu fais beaucoup de conférences, même des sketchnotes sur Kubernetes, Docker, Istio, on aura l'occasion d'en reparler. Tu fais aussi de l'associatif, tu es investi notamment dans le mouvement des Women in Tech, via l'association Les Duchesses en France, ça fait pas mal de choses. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'en oublie? Ouais, c'est bien. C'est très très bien déjà, je trouve. C'est un beau portrait. Bonjour Kevin. Hello. Kevin, tu as également pas mal de casquettes, développeur, CTO chez Stack Labs, Google, développeur expert sur GCP et Kotlin, GitLab Hero, contributeur open source sur à peu près la moitié des projets GitHub. Là aussi, ça fait beaucoup. Est-ce que tu trouves encore un peu le temps de dormir avec tout ça? Ah, c'est les joies d'être insomniaque, c'est pratique. On peut faire plein de choses. Je déconseille à tout le monde. Et nous avons Nicolas. Salut Nicolas. Salut Aurélien. Je vais t'appeler Nicolas ou Agent K, ça dépendra des moments de l'émission. Tu es développeur chez Stack Labs également, tu connais très bien les produits GCP, notamment Kubernetes, et par rapport à notre sujet du jour, tu es également bien actif puisque tu as donné pas mal de conférences, animé aussi DTP sur Istio, notamment avec Kevin qui est avec nous aussi. Est-ce qu'il y a une raison en particulier qui fait que tu t'intéresses à tous ces sujets ou est-ce que tu es juste un technophile et tombé amoureux de tout cet aspect-là? C'est des technos que j'aime bien, ouais. Puis un jour, Kevin est venu me voir, il m'a dit tu veux bosser sur Istio? J'ai dit ouais, puis j'aime bien Kevin. Alors. En proportion, est-ce que tu as combien entre Istio et Kevin? Je ne veux pas savoir. Je ne répondrai pas à cette question. Bon, alors merci à vous 3. Est-ce que j'ai dit des bêtises dans mon édito? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez corriger? Non, c'était très bien. Très bien. Eh bien, je vous remercie. On va commencer. D'abord, je vais vous demander, et je vais m'adresser à toi, Kevin, je vais te donner la parole, pour que tu nous expliques, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas du tout notre sujet, qui ne savent pas ce qu'est un service mesh, est-ce que tu peux résumer ça en quelques phrases? Je vais essayer de le vulgariser d'une manière que j'aime assez, qui est de dire en fait que si vous connaissez le monde Kubernetes ou si vous utilisez même Kubernetes, en fait, les services mesh va juste être le
la même chose que Cube pour vous, mais au niveau du réseau. Donc là où Cube vous a facilité la vie en termes de déploiement, en termes de gestion de vos workloads, de vos applications, bah, vous prenez tous ces éléments de facilité, vous prenez aussi les YAML avec, et vous allez pouvoir aller dans la notion de service mesh, prendre le contrôle du réseau pour faire des choses encore plus évoluées. Là où Cube ne touchait pas trop au réseau, assez peu avec des éléments assez bas niveau, bah là, le service mesh va vous permettre d'ajouter des fonctionnalités avec des YAML pour vous permettre de travailler à un niveau différent. Donc, c'est vraiment la révolution que Cube a fait au niveau du déploiement, bah, la mettre au niveau du réseau. Et on pourra voir que avec le réseau, on fait à peu près tout ce qu'on veut aujourd'hui. C'est en ça que le service mesh va nous aider. D'accord, donc c'est vraiment la step qui venait juste après la révolution qu'a amené Kubernetes. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça en fait exactement? Je ne sais pas si Aurélie, tu as des éléments là-dessus, il me semble que oui. Parce que finalement, comment dire, on déploie des applications dans Kubernetes, on reste dans ce que fait notre application, et dès qu'on sort du domaine, on va dire, des frontières de cette application, on envoie une requête vers un autre service ou une base de données, finalement, entre ce qui se passe entre mon service et là où la requête va arriver, j'ai pas vraiment la main, et jusque-là, ça m'empêche pas vraiment de travailler. Donc, qu'est-ce que ça m'amène en plus à ce niveau-là? Alors, en fait, donc c'est un service mais pardon, donc un service un mesh va pouvoir t'apporter de nouvelles fonctionnalités comme le circuit breaking du mutuel TLS, de la sécurité, du failover, des retries. Tu vas vouloir également en fait mettre en place par exemple de l'authentification, de l'autorisation, de l'injection de faute qu'on appelle de la faute injection. Et c'est pas terminé, du load balancing, du traffic splitting control, et également du monitoring et du tracing. Cela fait partie d'un éventail en fait de toutes les fonctionnalités que vont te permettre d'apporter ton service mesh en fait. D'accord, donc circuit breaking, load balancer, retry, tu as évoqué aussi des choses sur l'authentification, enfin c'est assez large, tout ça, on met ça donc dans la couche réseau, mais c'est des choses qui étaient déjà adressées par le passé. Donc, oui. Moi, j'avais des outils pour intégrer justement ces mécanismes de retry, l'authentification, gérer tout ça dans mon code ou éventuellement par des proxys. Qu'est-ce que ça m'amène, qu'est-ce que ça change dans ma façon de fonctionner? Ton avantage, en fait, c'est que tu ne touches pas ou très très peu à ton code, en fait, à ton applicatif. Et du coup, ton application ne devient pas un gros, on va dire, plat de spaghetti ou une Franken app, tu vois. Est-ce que tu avais quelque chose? Je pense que je peux l'afficher, c'est peut-être le moment. Alors en fait, donc si on voit bien, au début, on a une application toute charmante en fait, puis on a tendance à rajouter du coup, on va dire, une brique par une brique des éléments dont on a parlé, et au fur et à mesure, la jolie application se transforme en un monstre, on va dire,
Ce que j'ai surnommé en fait une Franken-App, alors que cela rajoute du coup de la complexité et en modifiant du coup le code de votre application, vous pouvez également apporter de la régression. D'accord, j'aime bien l'idée du Franken-App et ça me fait penser aussi, ces visuels-là, à la façon dont on vendait Docker quand c'est apparu, avec le côté, finalement, il y a un énorme overhead à chaque fois qu'on redéploie une application, à chaque fois dans des VM, hein, à chaque fois en embarquant les librairies, l'OS et tout ce qu'il faut, et finalement, la part de l'application de notre valeur réelle, en fait, dans tout ça, elle est très petite. Et c'est ce qui apparaît aussi là-dedans, finalement, c'est la valeur ajoutée qu'on amène en tant que développeur dans notre application. C'est le petit carré bleu là que tu as représenté et tout ce qu'il y a autour. Ouais. Finalement, c'est de la glu en quelque sorte, quoi. C'est de la contrainte technique plus qu'autre chose, quoi. Ouais, en gros, du coup, tu rajoutes de la complexité. Ouais. Et j'imagine, et en plus, effectivement, quand tu adresses au niveau de ton application les problématiques que tu as évoquées, on le fait à chaque fois, et c'est peut-être quelque chose sur lequel tu allais rebondir, Kevin, parce que la dernière fois on en parlait. Tu fais ça à chaque fois avec des librairies qui sont spécifiques à la technologie que tu emploies pour développer l'application en particulier. Oui, et surtout avec le monde des microservices, techniquement et technologiquement, on n'est plus bridé par une seule stack technique. Donc, il y a des outils très connus émanant de la stack Netflix, par exemple, qui sont très bien, mais qui, par contre, vous attachent au monde de la JVM. Donc, pour certains, ça va, mais d'autres aimeraient potentiellement utiliser une autre technologie pour un besoin très précis. Mais à cause de ça, vous êtes potentiellement obligé de rester accroché à la JVM. Donc, ça a des avantages et des défauts. Et dans ce cadre-là, c'est bien de se dire, on n'a plus besoin de tout ça et on délègue cette logique à un tiers que va être le service mesh. D'accord. Et donc, dans tous les différents aspects qui sont adressés par un service mesh, tu as évoqué des choses il y a 3 volets, en fait, hein, un volet metrics, observabilité, un volet gestion du trafic au sens large. Donc là, tu as évoqué des choses, Aurélie, comme le retry, le fault injection, ce genre de choses. Et puis, il y a tout un volet sécurité que tu as aussi invoqué. Nicolas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet aspect observabilité, justement? Qu'est-ce qu'on a exactement qui est offert par un service mesh? Typiquement, une chose simple, quand on prend un cluster, on va dire Kubernetes de base, et qu'on a plein de microservices dedans, et on a beaucoup de mal, sans avoir fait de la custom logic, à dire qui dialogue avec qui, à savoir à peu près une requête utilisateur qui rentre, où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle engendre, qu'est-ce qu'elle fait. Et c'est cette notion plus ou moins de tracing, hein, on va pouvoir la retrouver avec un service mesh, parce qu'à partir du moment où on met la main sur le réseau, et comme le disait Kevin tout à l'heure, on prend en charge en fait le réseau, on va savoir ce qui s'y passe concrètement, on va pouvoir le visualiser et bien comprendre les interactions entre nos différents bouts de code concrètement, et ça va nous faire gagner un temps monstre simplement pour faire du debug de problèmes de concurrence, de ce genre de choses, simplement parce on va avoir accès à de la trace distribuée typiquement, et on va pouvoir mettre en place des métriques et des logs qui nous, on va dire, très facilement, juste en prenant la main sur le réseau, vraiment sans toucher à la partie fonctionnelle métier. D'accord, et j'imagine que c'est une complexité, on en a d'autant plus besoin que la complexité augmente et qu'on augmente en termes de nombre de services qu'on a dans notre archi et puis qui communiquent les uns avec les autres. Plus on en a, plus c'est compliqué d'y voir clair là-dedans sans un outil comme ça. Fatalement, quand on voit les archis à la Amazon ou Netflix, on voit des milliers et des milliers de microservices. C'est très compliqué à comprendre ce qui se passe dedans, comme ça, de but en bout. Kevin, tu veux intervenir ? Oui, surtout, c'est aujourd'hui, comme le disait Nico, le maillage de nos microservices a augmenté, mais par contre, le tooling, le service mesh devient un tooling important pour nous permettre de suivre les choses. Qu'on ait des profiling au niveau app, c'est une chose, mais derrière, être capable d'avoir une vision globale pour débugger, à partir du moment où on choisit de splitter les choses, il faut être aussi capable de les monitorer. Et sans ça, aujourd'hui, c'était très compliqué. Effectivement. Et là-dedans, il y a plusieurs choses. Donc, dans ce que tu disais, Nicolas, c'est pas un outil, en fait, le service mesh. Ça peut être une constellation de plein d'outils
qui vont amener des bouts d'informations qu'on agrège finalement pour augmenter notre qualité de monitoring, quoi. C'est ça. Ok. Et j'évoquais cette notion de complexité qui croît et qui augmente la nécessité d'avoir quelque chose comme ça. À l'inverse, Aurélie, d'après toi, est-ce que je vais avoir besoin de quelque chose comme ça, d'un outil comme ça, si mon application, à l'inverse, est relativement simple? Dans l'édito, je prenais l'exemple du WordPress. Je ne sais pas si on déploie encore du WordPress en 2021, mais mettons, est-ce que pour un WordPress, avec un MySQL derrière, est-ce que j'ai besoin d'un service mesh? Parce que, a priori, je peux faire ça, mais est-ce que là, c'est vraiment aussi critique que pour Netflix? Alors, je te rassure ou pas, mais il y a toujours du WordPress. Hein. Je me prononce pas là-dessus. Je reste neutre. On en parlera peut-être plus tard. Mais c'est donc, très rigolo d'utiliser WordPress accessoirement. J'ai pas envie de mettre les doigts dedans, mais c'est très rigolo. Donc, du coup, en fait, on ne va pas rajouter de la complexité, en fait, là où il n'y en aurait pas l'utilité. Donc, du coup, si on a, on va dire, un site, on va dire, statique, ou donc du WordPress qui requête, on va dire, une base de données en MySQL, si le site suit la stack, on s'arrête là. Et si on n'a pas besoin, on va dire, de tracing, de monitoring, de canary, de on va dire, des fonctionnalités d'un mesh, pourquoi se complexifier la vie, en fait? C'est ça, parce qu'en fonction des solutions, il y a aussi une complexité pour l'installer, d'une part, puis le mettre à jour, puis même se monter en compétence dessus. Ça, on parlera plus spécifiquement d'Istio par la suite, mais donc 2 services, tu dis plutôt non. Je résume ce que tu disais parce que ça dépend, mais 3 toujours pas, 4 peut-être, 5. Donc il y a un spectre où d'un côté on dit non, peut-être pas, et puis d'un côté on dit c'est essentiel. C'est compliqué de savoir à partir de quand on estime que là j'en ai besoin. Si je rassure parce que tu vois, on a toujours besoin de monitoring, mais du monitoring j'en ai avec ou sans un service mesh, parce que avant j'observais bien ce qui se passe quand même dans mon application. Je sais pas si Kevin, par exemple, je sais pas si tu as des éléments là-dessus, à partir du moment où tu es consultant, tu arrives sur un projet, il n'y a pas de service mesh, comment tu décides là quand même, ce serait bien? Pour moi, le service mesh, ça doit répondre à un besoin. Ça veut dire que c'est pas built-in, on démarre et on a le service mesh et on n'a pas encore d'application en prod et on se retrouve juste avec un Nginx WordPress et un MySQL. C'est surtout on en a besoin à partir du moment où on essaye de faire des choses et de tordre des systèmes, de faire du déploiement en déployant plusieurs choses en parallèle juste pour pas avoir de downtime avec des labels dans Kubernetes, ou bien que on a des bugs en prod et on n'arrive pas à déceler l'origine du bug parce que c'est des appels réseau qui sont faits à gauche, à droite, parce que des choses se passent et qu'on n'est pas capable de les voir. À partir de ce moment-là, en fait, ça crée un besoin, et c'est là où le service mesh est utile, c'est qu'il va répondre à cette douleur, à ce problème de comment observer les choses et ensuite comment même gérer le réseau à un niveau beaucoup plus haut. Pour moi, c'est vraiment cet élément premier. Avec une approche on va dire standardisé plus ou moins, et justement quand on arrive au niveau de cette fameuse Franken app, on dit non, la stop, on arrête le tir et on fait les choses comme il faut. Donc ça c'est le volet observabilité. Aurélie, parce que tu parlais tout à l'heure, je te reviens, et est-ce que tu peux nous reparler plus de ce que tu évoquais sur la partie gestion du trafic? Tu as parlé de différentes choses, est-ce que tu peux étoffer un peu? Oui. Alors, en gros, quand on parle de gestion du trafic, ce que l'on appelle en fait du traffic management, le service mesh permet, on va dire, pas mal de possibilités.
comme par exemple de l'AB testing, du Canary roll out. On peut également faire du trafic split qui sera basé sur un pourcentage. Ouais. On peut également faire du trafic mirroring qui va permettre d'envoyer en parallèle, donc en mirroring, le trafic actuel vers la nouvelle version de notre application. Et ben, ça peut être, on va dire, très pratique pour observer le comportement de la nouvelle version de l'application avant le lancement officiel de cette dernière, en fait. Et bah, grâce aux métriques, du coup, que l'on pourrait récupérer par un Prometheus et que l'on pourrait afficher sur un dashboard à Grafana, on peut donc du coup monitorer ce trafic qui est en miroir. Et donc prendre des décisions sur des choses qu'on mesure finalement. Ouais. Dans ce que tu as dit, il y a donc le mirroring, le traffic splitting, la B testing, le Canary. C'est des choses, en partie pas tout, qu'on peut déjà faire avec Kubernetes, Vanilla, alors de manière plus ou moins simple. Hein. J'imagine que là, effectivement, un outil comme un service sèche peut nous simplifier des choses. Je pense que vous me voyez venir avec la question d'après. C'est dans ce qu'on a dit là, la B testing, le Canary, est-ce que c'est la même chose? C'est peut-être un peu un peu à côté du sujet, mais c'est une question que je trouve intéressante. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a des subtilités dans ces différents patterns là? Je sais pas si Nicolas, tu veux nous dire un truc là-dessus. Quand on va faire du A/B testing, c'est qu'on va envoyer, on va dire, une partie, c'est du traffic splitting avec un pourcentage d'utilisateurs qui va partir vers notre API. On va pouvoir l'observer. Pour ce qui est du mirroring, en général, c'est assez particulier. Faut être en mesure d'avoir une architecture qui permet de le faire. Mirroring, c'est on envoie 100% du trafic doublé on double le trafic sur notre ancienne version pour que nos utilisateurs s'en rendent pas compte et sur la nouvelle version et on regarde comment se comporte notre nouvelle version. On imagine bien que ça fonctionne si notre application est capable de supporter deux versions en même temps. Ouais. Et généralement, si j'ai une application qui va écrire des choses dans une DB ou sur un disque, bon, c'est pas dit que ça marche tout seul quand même. Ça, effectivement, ça règle pas tous les problèmes. Ça permet d'en adresser certains. Et on a le Canary qui va nous permettre en fait de déployer une autre version et puis de l'autoriser seulement à certains utilisateurs qui auraient la version bêta activée pour qu'ils puissent la tester ou notre équipe de test entre guillemets qui va la tester directement sur la prod en fait, sans impact en fait sur les utilisateurs normaux entre guillemets. Et Kevin, moi tu es GitLab Hero, tu vas pouvoir répondre à ma question sur GitLab. Moi j'ai GitLab aujourd'hui, je déploie avec ça. On est en train de dire le service mesh, ça résout tous vos enjeux pour faire de l'A/B testing, du Canary, tous ces trucs-là. Mais c'est quoi, ça remplace GitLab en fait? Alors je parle de GitLab CI, hein, pardon. Oui, bien sûr. Ça ne va pas remplacer. Le but, en fait, c'est dans tous les cas, peu importe la solution d'intégration continue, de déploiement continu que vous avez, il y a des YAML qui vont être à écrire pour pouvoir faire de l'A/B testing, du split ou ce genre de choses. Et en fait, là, c'est le service mesh, on va juste le configurer. Et techniquement, que vous configuriez un déploiement ou des règles de réseau, ça va se faire de la même manière et après ce sera à vous de choisir comment vous allez faire ce déploiement. Ça peut être au travers de GitLab, GitLab CI, Jenkins ou d'autres outils plus cloud native que vous connaissez tous et qui vont permettre en fait de faire des rollouts de mise en production d'applications. Donc là, c'est
pour moi 2 scopes totalement différents. L'un va juste pousser les éléments de l'autre au cluster. D'accord, donc finalement, on n'a pas un service mesh qui prend un peu de la part à l'outil de déploiement continu. Ça reste quand même dans le périmètre d'éléments d'infra qu'on pourrait configurer un peu à l'approche Kubernetes avec des YAML, par exemple. Et reste quand même, on va dire, à l'équipe de bâtir finalement la pipeline CD là-dessus, quoi, en utilisant ou pas d'ailleurs cet outil-là. Tout à fait. Ok. Je reste avec toi, Kevin. Sur la partie sécurité, parce que là on a parlé observabilité, gestion du trafic, il y avait l'air d'avoir pas mal de choses aussi. On a évoqué du MTLS, de l'authentification. Est-ce que tu peux étoffer un peu autour de ça? L'avantage de prendre encore une fois la main sur le trafic, c'est qu'on va pouvoir le chiffrer. Tout le monde se dit qu'à partir du moment où c'est à l'intérieur de cluster, tout le monde, beaucoup de monde malheureusement, à partir du moment où c'est à l'intérieur du cluster, on est safe. Non, le modèle de la forteresse assez connu de se dire que c'est parce qu'on a des murs autour et quand on est dans notre cluster c'est safe, c'est une très mauvaise idée. La sécurité périmétrique, ouais. Exactement. Et donc, ce que va vous permettre d'amener des solutions de service mesh, c'est de sécuriser le trafic du fait d'avoir pris la main sur le réseau. Entre la communication qui va se faire entre 2 pods va être automatiquement signée, chiffrée en donc mutual TLS, donc un peu comme vous le faites sur Internet quand vous allez sur un site web, sauf que là, celui qui reçoit votre requête, en plus, il vérifie que c'est bien vous. Donc, du TLS dans les 2 sens pour vulgariser beaucoup. Et on peut même aller plus loin puisque la sécurisation, donc là c'est au niveau de la donnée qui transite, mais on peut gérer de l'authentification et de l'autorisation avec des éléments assez courants aujourd'hui, avec des tokens JWT par exemple. Et donc toute cette partie-là, vous n'êtes même plus obligé de la gérer au niveau de votre appli, vous pouvez très bien la gérer au niveau des règles de routage du service mesh pour autoriser ou non les droits des users avec des rôles X ou Y dans les claims JWT à atteindre un endpoint d'une appli. D'accord. Et quand on commence à aller là-dessus, on se rend compte vraiment que quand on parle de prendre la main sur le réseau, en fait, on embarque vraiment beaucoup de choses. Hein, parce que quand on parle de JWT, de logique d'authentification, d'autorisation, là, on est quand même vachement rentré dans le domaine de ce qu'on met dans, enfin, de ce que en tout cas, mets dans l'app traditionnellement. Hein. Tout à fait. On voit que la frontière bouge quand même pas mal avec ce nouveau paradigme-là, finalement. Aurélie, est-ce que, je travaille avec des développeurs qui sont allergiques au YAML. C'est pas le YAML en lui-même, hein, c'est encore que, je sais pas. Mais c'est déjà compliqué, et je le comprends quelque part, de leur faire manipuler des kilos de YAML pour décrire ce qu'il y a autour du conteneur. Déjà, pour les faire entrer dans Docker, c'est un truc, mais mettons, ils y sont. Ils sont avec Docker, l'adapté, bon, Docker ou autre maintenant. Il y a d'autres choses, mais bref, ils sont avec leur conteneur. Maintenant, on leur dit voilà, il faut mettre ça autour. On ne voit pas en entier. Il faut mettre ça autour de YAML pour que ça marche. Maintenant, il faut rajouter encore à peu près autant de YAML juste pour dire attention, là, il faut retry quand tu parles à cette base de données, puisque ça peut casser. Là, il faut, je sais pas, pour le MTLS ou pour l'authentification, il faut encore configurer quelque chose. Il va falloir faire du canary rollout autour de ça. Enfin, c'est compliqué. Et est-ce que c'est aux développeurs de faire ça ou est-ce que c'est un outil d'opérateur? Est-ce que c'est au milieu? Est-ce que cette question a du sens? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que je fais avec mon problème de développeurs qui ne veulent pas entendre parler d'Istio? Très bonne question. En gros, pour moi, en fait, tu as, on va dire, 2 types d'utilisateurs, en fait. Tu as les ops qui font donc, du coup, déployer, mettre en place ton solution, ton service mesh, et ils vont s'occuper de la maintenance, des montées en version, etc. Et tu as les fameux du coup développeurs qui vont créer du YAML, ce langage que on en parlera à la fin, mais pour moi, un mot sur le YAML à la fin, ouais. Un langage
controversé, mais bref. Donc, du coup, ces développeurs, ils vont devoir, du coup, créer des manifestes, du coup, pour rajouter des retries ou autres, et ils vont devoir créer des manifestes, par exemple des destination rules, des virtual services, et qui dit donc coup mesh dit nouvelle CRD de Kubernetes à connaître en fait. D'accord, donc là on est dans la logique d'implémentation du service mesh de Istio en fait, où tu évoques des API qui sont spécifiques à cette solution-là. Et effectivement, et on en parlera peut-être un peu plus après de comment c'est intégré avec cette logique d'extension de Kube. Oui. Mais donc ton approche, c'est en fait on forme les développeurs pour les amener à s'acculturer avec ça. Et donc à la fin, c'est bien l'équipe de développeurs qui entretient ces manifestes. Oui, okay. Parce que pour moi, en fait, c'est l'équipe qui doit du coup comprendre et s'approprier toute la stack en fait. Alors l'équipe, mais est-ce que c'est les développeurs? Je ne sais pas si Kevin, tu es d'accord avec ça? J'ai un avis assez mitigé avec cet élément parce que ça dépend en fait aussi des compositions d'équipes. Quand on a des équipes qui à la fois développent et opèrent des systèmes, donc les fameuses et la vraie philosophie DevOps, pour moi ça a du sens, où certaines personnes vont être plus chargées de l'écriture de ces YAML et de son déploiement, mais ça reste une seule équipe. Après, si on est sur un mode produit par exemple, ça va être plus les ops qui vont, de mon point de vue, rédiger ces éléments-là parce que c'est eux qui vont, avec les inputs des équipes de dev forcément, savoir que tiens, dans tel contexte, on est en train de faire une migration de la V1 à la V2, donc écrire à ce moment-là les virtual services, les destination rules, les éléments spécifiques au service mesh qui vont pouvoir faire du split, pouvoir analyser le système et dire que à cet instant ça marchait et à cet autre instant ça marchait pas. Le fait de déporter cette complexité côté développement, ça veut dire aussi que le développement sait ce qui va se passer en prod, c'est le cycle de livraison qui vont arriver en prod, donc au final ça veut dire que c'est la même équipe et ce sont les devs et les ops, donc il n'y a rien de pire que, de mon point de vue, que des devs qui font les ops. Par contre, avoir une équipe avec des devs et des ops qui travaillent ensemble, là pour moi ça a du sens. Et donc, c'est ça, c'est encourager plutôt cette synergie autour de on parlait de GitLab tout à l'heure, dans la MR, hein, dans l'écran de merge request, là où justement toute cette synergie se crée. Tu as fait une présentation qu'on peut trouver sur la chaîne de Stack Labs d'ailleurs, DevOps from Philosophy to Action, je crois que c'est ça le titre. Nicolas, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Tu es plutôt en phase avec ce qu'on s'est dit ou... Je suis plutôt en phase. J'aurais juste rajouté qu'effectivement, à partir du moment où on sait que Kubernetes et l'application votre applicatif peuvent parfois avoir se marcher un petit peu dessus sur qui doit faire quoi. De la même façon, quand on rajoute Istio, il va faire peut-être un peu du travail que faisait votre application avant ou un petit peu du travail que faisait Kubernetes avant. Et donc, c'est normal quelque part que la frontière entre qui fait quoi soit floue, puisque qui s'occupe de quoi d'un point de vue déjà technique entre Istio et Kubernetes, c'est votre application, reste un peu flou en fonction de ce qu'on choisit. Donc, c'est normal que ce soit un challenge à relever quand on veut mettre en place un service mesh. Alors, sur les frontières, justement, et d'un point de vue un peu plus technique, tout ça, on a compris ce que ça faisait. Comment est-ce que ça s'intègre concrètement, hein, comment est-ce que ça s'installe? C'est quoi l'architecture d'un service mesh? Si on reste dans un premier temps dans Kubernetes, je vois bien comment c'est fait. Ça s'intègre comment, le service mesh là-dedans? C'est un binaire, je le pose quelque part et puis c'est magique? Ou est-ce que c'est plein de petits bouts ou plein de petits outils étalés qu'il faut installer ensemble? Comment ça se passe? Alors, en termes d'architecture, on en a une qui est, on va dire, largement adoptée. C'est pas la seule, hein, mais disons, c'est la plus générale, où on va avoir une distinction entre ce qu'on va appeler le control plane et le data plane. Le control plane, c'est on va dire toute la logique
du service mesh qui est rassemblé à cet endroit-là. Et le control plane, c'est ce qui va venir se coller à chaque petit bout de votre application, concrètement à chaque microservice, sous la forme d'un sidecar qui va tourner à côté. Alors, si on est dans le monde Kubernetes, concrètement, c'est un conteneur qui tourne dans le pod à côté de votre container applicatif. Sur le même node, dans un réseau local. Voilà, alors, dans le même node, voilà, mais même plus précisément sur le même pod. Et qui va intercepter le trafic, faire son appel au control plane pour récupérer la logique du service mesh, le traffic splitting, s'il y a du mutual TLS à faire, ou bref, toute la logique du service mesh dont on a parlé juste avant, et faire son appel vers le microservice suivant qui est dans la chaîne, on va dire. Avant d'arriver sur ce microservice suivant, en fait, on va arriver sur l'autre sidecar qui tourne dans l'autre microservice, qui va récupérer, potentiellement faire d'autres choses, décoder par exemple si on a du mutual déchiffrer, pardon, si on a du mutual TLS, et faire son appel au microservice en localhost. Vraiment, la discussion entre le sidecar et le microservice au sein d'un pod se fait en localhost, on ne sort pas. D'accord, donc il y a plus nos applications à l'intérieur de nos pods sont, j'allais dire confinées, sont isolées. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui me vient. Sont isolés et il n'y a plus que les sidecars, qui se parlent en fait. C'est ça, l'idée vraiment de prendre la main sur le réseau qu'on évoquait tout à l'heure. Alors ça c'est l'archi classique. On peut aussi penser à une autre archi. Si je peux t'arrêter une seconde, je crois qu'il y a un retour chez l'un de vous. Je ne sais pas si. Oui, je crois. Ah bon, je coupe. Je ne sais pas si ça va être bien. On peut essayer comme ça. Merci. Ouais. Donc je disais, donc ça c'est l'archi classique. On peut en penser une autre où, donc si on reste dans le monde Kubernetes, on aurait un agent qui tourne sur chaque node cette fois-ci, donc sur chaque VM concrètement, et qui doit en gros discuter avec tous les autres agents sur les autres VM sans notion de sidecar. Alors ça permet pas forcément de faire toutes les mêmes choses, mais ça permet, on va dire, c'est une autre architecture qui d'ailleurs s'installe même peut-être plus facilement sur un système de VM ou par rapport à un monde Kubernetes, puisque le service mesh se veut, on en parle beaucoup de Kubernetes, mais il se veut au-delà en fait du cluster Kubernetes. On en parlera peut-être après. Oui, Kevin. Et juste pour ajouter sur cet élément, en fonction des patterns, il y aura des fonctionnalités, comme Nicolas dit, mais aussi des coûts qui vont être différents. Parce qu'au final, si on est en mode sidecar, ça veut dire que pour chaque appli, pour chaque pod que vous allez déployer, il y aura le sidecar que vous allez prendre avec vous, qui va vous aider sur plein de choses, mais qui derrière, va falloir le faire tourner. Et ça va être, si vous avez 100 pods à lancer, vous allez avoir 100 instances du sidecar, et donc ça consomme CPU et RAM. Donc c'est des choses qui sont à prendre en compte dans ce type de pattern. Dans un environnement comme Kubernetes, c'est quoi la ressource que mange un sidecar on va parler un peu plus d'Istio après, mais si je prends l'exemple d'Istio, ça mange combien à peu près ça en termes de CPU, de RAM? De souvenir, je crois qu'on pouvait monter. En tout cas, j'ai vu des configurations à des centaines mégas de RAM. Après, ça va dépendre de la complexité du service mesh et du nombre. Parce qu'au final, c'est ce qu'il stocke en mémoire majoritairement. Ce sont toutes les règles de routing. Donc, si on ne tune rien, on peut aller très haut. Et il y a certains systèmes même qui n'arrivent même plus à démarrer parce qu'ils téléchargeaient une database de règles de routage de plusieurs gigas. Et au final, ça explose. Par contre, en termes CPU, c'est assez faible. Ça ne fait que majoritairement de l'IO et quelques règles logiques, mais ça reste très faible. Et d'ailleurs, ça induit de la latence forcément, puisqu'on fait un saut en termes réseau, mais qui reste assez faible par rapport à la quasi-totalité des cas d'usage et d'utilisation. Donc, je pense qu'il y a peut-être même que dans la publicité où ce millième de seconde peut jouer. Sinon, ça passe. Mais effectivement, ça peut être significatif. Si tu évoquais 100 mégas, on arrive à 10 gigas pour 100 sidecars, si j'ai bien compté. Donc oui, c'est quand même, ça se prend en compte, effectivement. Faut le prévoir. Et puis c'est quelque chose qu'on paye, du coup. Exactement. Toujours toi, Nico, il y a donc ces différentes architectures. Tu disais, l'architecture qu'on voit le plus souvent, c'est celle du data plane, qui va donc piloter, configurer les différents sidecars, donc le contrôle, non je sais plus, dans le control plane qui va piloter les data planes, si j'ai bien retenu. Il a adopté ce modèle-là par beaucoup de solutions. Il y a quoi comme solution qui existe de service mesh? Si je veux en installer un, je tape service mesh dans Google, j'ai
3 solutions et avec une qui est clairement celle qu'il faut, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça et j'en ai une cinquantaine, voire une centaine, et il faut d'abord que j'épluche tout ça avant de savoir quoi choisir. Bon, alors, idéalement, quand on veut choisir, c'est bien de regarder un peu toutes les solutions. Maintenant, celui dont on entend le plus parler, évidemment, c'est Istio. C'est pas le seul, c'est celui qui est plus connu, on va dire, actuellement, poussé par Google. Mais il y a aussi Linkerd, il y a Consul, il y a Kuma, il y a Traffic Mesh. Et quand on regarde les solutions managées, on va avoir le App Mesh de AWS, on va avoir le Anthos Service Mesh de Google, et l'Open Service Mesh là, qui a été développé par Microsoft. Bref, en tout cas, il y a pas mal de choses. Je vous conseille un site qui s'appelle servicemesh.es qui décrit un petit peu tout ça, ce que c'est un service mesh, un peu tout ce dont on discute aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a plusieurs. Maintenant, encore une fois, faut se lancer dessus. Merci pour le petit lien. Se lancer dessus quand on en a besoin, encore une fois. Et c'est pas mal. Istio, c'est très bien pour démarrer. La doc est top, hein, vraiment. Voilà. Et une dernière chose, c'est par rapport aux différents services mesh qui existent, c'est une norme en fait qui est en train d'apparaître, qui s'appelle le service mesh interface, je crois, qui est poussé par Microsoft, HashiCorp et une troisième boîte dont j'oublie le nom, ceux qui font Linkerd, qui a une vocation à définir, on va dire, une interface, une norme d'implémentation, enfin pas d'implémentation, une norme pour un service mesh pour permettre aux différents systèmes de s'interfacer les uns avec les autres. Si vous voulez utiliser une solution de logging, une solution de graph, que ça fonctionne, on va dire, peu importe le service mesh qui se trouve dessus. Donc c'est quelque chose qui est en train d'émerger, mais c'est tout récent, hein, ça date de l'année dernière, je crois. C'est récent et ça arrive assez tôt, en plus, parce que toutes ces solutions dont tu as parlé sont assez jeunes, c'est quelques années au plus. Si on regarde Istio, première release 1.0, c'est 2018. Donc, oui, voilà, c'est très très jeune. Mais on va parler un peu plus d'Istio. Justement, je rappelle, si des personnes nous suivent en direct, de ne pas hésiter, si vous en avez, à poser vos questions dans le chat. Et on essaiera de les poser directement pour y répondre. Donc, on attaque donc maintenant la deuxième partie où on va parler un peu plus d'Istio. On a fait un peu on a dressé un portrait un peu générique des services mesh maintenant pour parler un peu plus d'Istio. Qui est un des plus populaires, hein, peut-être même le plus populaire. Je pense que je ne prends pas trop de risques à dire ça. Kevin, est-ce que tu peux nous raconter en 2 mots d'où vient Istio, à qui est-ce que ça appartient, qui c'est qu'il y a derrière ça? Alors, Istio, c'est issu d'une collaboration entre IBM, Lyft et Google. Au départ, d'ailleurs, ça a été beaucoup des éléments venaient d'IBM et d'un projet IBM interne qui a été reversé ensuite dans le fonctionnement d'Istio. Et cette collaboration, côté Lyft, qui est un concurrent d'Uber, eux ont développé un applicatif, un proxy qui s'appelle Envoy et qui est utilisé au sein d'Istio en tant que sidecar et c'est lui qui va permettre... le fameux control plane ou data plane. Data plane, okay. Exactement. Et donc, ce sont ces 3 boîtes qui travaillent ensemble. Aujourd'hui, majoritairement, l'idée en termes de directives et de fonctionnement sur les équipes de Google et d'IBM pour avancer sur les fonctionnalités core à mettre en place dans le système. Et depuis, le projet est open source, full open source, pas encore dans la SNCF, mais Thomas Kurian a annoncé que le projet allait rejoindre la SNCF. Il ne reste plus qu'à voir quand, mais ça avance sur cette partie-là. D'accord, donc CNCF, donc une garantie que ça soit entretenu dans le temps et que ça évolue. D'accord, très bien. Et est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est stable? Nicolas, tu disais 2018, c'est jeune quand même. Est-ce que je ne prends pas un risque aujourd'hui à partir sur Istio et quand je vais mettre Istio dans mon architecture, tout va péter? Ou alors, est-ce que ça va marcher et puis demain, ça va péter, parce que je n'avais pas vu. Alors, effectivement, c'est assez récent. Maintenant, quand on voit l'âge de Kubernetes, on est quoi? On est à enfin, en tout cas, la moitié de l'âge de Kubernetes déjà aujourd'hui. Donc, ça commence à avoir de la bouteille. C'est récent, mais dans le monde du web, c'est finalement pas mal. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la doc en fait d'Istio, par feature, ils te disent si c'est bêta, alpha ou stable. Donc on peut leur faire confiance là-dessus. Et effectivement, la plupart des volets donc on a abordé aujourd'hui d'un service mesh en fait sont déjà stables sur Istio et on peut déjà faire pas mal de choses. D'accord. Et c'est quoi les technologies qu'il y a derrière? Donc tu évoquais Envoy.
Kevin, Aurélie, il y a d'autres technologies dans Istio parce que il n'y a pas que le, je vais pas y arriver, hein, le data plane. Oui, il n'y a pas que le data plane, il y a aussi le control plane. Est-ce que c'est aussi Envoy ou c'est autre chose aussi? En gros, donc le proxy, en fait, qui est en sidecar, juste à côté de ton applicatif, c'est l'Envoy. Sinon, tu as un binaire, en fait, IOD, qui lui tourne à côté, en fait. Et c'est du coup. Du coup, donc, je voulais juste l'entendre. Est-ce que tu vois, donc voilà, et Envoy, par contre, c'est liché. D'accord. Et donc, ce control plane, ce ICOD qui s'installe comme un, je sais pas si c'est un daemon set ou juste un deployment dans Kubernetes, c'est à lui qu'on parle pour configurer justement nos sidecars. Et donc, je crois que c'est toi, Aurélie, tout à l'heure, qui parlait de les virtual services, les service entries, les sidecars, enfin tous ces objets qu'on a dans l'API d'Istio finalement. C'est des objets qui sont l'API qui permet de créer et manipuler ces objets, elle est portée justement par ce conteneur IstioD. C'est bien ça. Oui. Je sais pas si j'ai. Quand tu déploies du coup à ça a coupé. Je t'en prie. Quand tu déploies du coup ton Istio, il arrive en fait pas seul, hein, avec du coup une armada de CRD, de toute nouvelle, on va dire, du coup, API, qu'après, du coup, tu peux déployer et appeler, on va dire, dans tes manifestes en YAML, en fait. D'accord. Et donc, CRD, Custom Resource Definition, c'est ça? C'est ce qui permet dans Kubernetes d'écrire des YAML, de définir des YAML qui vont définir autre chose que des objets qu'on a en natif dans Kube. Donc des pods, des deployments, là on va avoir d'autres choses qui sont spécifiées justement dans ces Custom Resource Definition, dans ces CRD. Oui, voilà. D'accord. Et donc si je veux monter en compétence sur tout ça, si je veux démarrer sur Istio, savoir comment l'installer, savoir comment créer justement ces YAML là, pour que ça marche, je démarre comment? Est-ce qu'il y a istio.com qui existe, qui est super bien fait et je vais tout trouver là-dessus, ou est-ce que je fais comme tout le monde et je vais sur Stack Overflow? C'est quoi l'approche? En gros, comme on fait dit, tout d'abord, il y a la documentation de Istio. Elle existe déjà, c'est chouette. Elle est énormément quand même mise à jour. J'ai l'impression en fait moi que depuis 5, 6 un mois, il y a eu en fait un travail de correction de bugs et de cookies en fait, que tu avais encore donc des API en fait qui étaient référencés mais qui n'existaient plus, par exemple, tu vois. Donc, tu vois, tu as la doc. Et la doc, donc, qui souffre des problèmes que tu évoques de décalage entre... Ça va quand même, on va dire, mieux.
Kevin a l'air de vouloir ajouter un truc là-dessus. Sur la doc, ce qu'ils ont fait ces derniers temps et qui est très bénéfique, c'est que maintenant les exemples de documentation sont testés. Et si vous allez lire un exemple de doc pour de l'autorisation du MTLS, traffic splitting et autres, vous avez un petit logo juste marqué tested en haut et qui vous assure en fait que sur la version sur laquelle vous êtes ou sur la suivante, peu importe celle que vous regardez, le code a été testé. Donc il teste la doc, ce qui est vraiment génial pour vous dire bon bah si je prends et que j'exécute exactement ce qu'il y a dans la doc, ça va marcher chez moi. Sinon, c'est que j'ai peut-être un problème chez moi, mais généralement, c'est peut-être moins sur la doc grâce à ça. D'accord, c'est assez fort, ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est top, parce qu'il y a quelques mois, en fait, non. D'accord. Ouais, après quelques mois, Très c'est bien la moitié d'une vie dans la vie d'Istio. Ah ouais, donc du coup, bah, t'as la doc, mais pas que, en fait. On a quand même, en fait, énormément de chances de travailler, du coup, dans un domaine où il y a beaucoup de tutoriels, de sites, de conférences, en fait. Bah, par exemple, Kevin, tu en as fait une, en fait, sur Istio. C'était Istio, le meilleur ami de votre cluster Kubernetes, qui vous permet du coup d'entrer dans la technologie. Il y a également donc pas mal ça coupe de conférences de talk de la KubeCon. Hein? Excuse-moi, je te reconnais parce que tu coupais un petit peu. Donc, des conférences, celle de Kevin que tu évoquais, oui. la KubeCon. Oui, voilà. Et si je peux en parler, en fait, donc, de mon côté, du coup, j'en aurais parlé si tu n'en avais pas parlé. Oui, trop gentil, parce que, voilà. Bref, j'ai réalisé donc, du coup, des sketch notes sur Istio afin de permettre de comprendre de manière visuelle, en fait, une technologie et des concepts, en fait, qui peuvent paraître trop abstraits. Et donc une manière de vulgariser visuellement ces concepts-là qui sont effectivement complexes. C'est sur le modèle en fait de ce que tu nous montrais tout à l'heure là. Ouais. Voilà, donc ça c'en est un. Alors, là pour parler d'Istio justement, voilà. Donc là on peut les retrouver. Donc tu les publies sur internet. On mettra le lien de ça dans les notes de la vidéo. Comme ça les gens pourront le retrouver. Donc des conférences, effectivement, celle de Kevin, tu l'as évoqué, et puis Nicolas, avec Kevin également, vous avez animé un TP récemment. Je ne sais pas si on peut le retrouver quelque part, on peut peut-être retrouver les supports, mais on peut peut-être retrouver aussi une vidéo de ça, je ne sais pas si c'est consultable. Un TP, donc, alors je ne sais pas comment s'appelait le TP. C'est Istio en GKE, c'est un TP de l'utilisation d'Istio avec les services de monitoring, de logging et tout sur GCP. Évidemment, le sujet est disponible en open source et le code applicatif, si vous voulez aller le voir, on mettra le lien aussi peut-être à la fin, pour découvrir Istio en fait sur la plateforme GCP, donc sur GKE. D'accord. Et ces formations-là, elles amènent à des certifs. Il y a des certifs qui existent, Nicolas, sur Istio? Alors aujourd'hui, pas que je sache. Alors il y a des certifs sur Kubernetes, mais Istio pas encore. C'est peut-être un peu encore récent. J'imagine que ça va venir. Quand ce sera dans le périmètre de la CNCF, peut-être. C'est ça, peut-être. Ouais. Il y a des choses. Ok. Istio, c'est donc open source. Il y a aussi des offres packagées, offertes notamment sur Google. On parlait, tu évoquais tout à l'heure Anthos.
Nicolas, sur GCP. Anthos, c'est un peu plus que ça, mais enfin beaucoup plus que ça même. Mais dans Anthos, il y a justement une offre de service mesh qui est, je crois, basée sur Istio. Et c'en est une, mais il y en a d'autres. Sur GCP également, je parle beaucoup de GCP, mais c'est un peu ce que je connais mieux. Il y a le plugin Istio on GKE, on GKI. Donc, qu'est-ce que ça m'amène quoi par rapport à la version open source d'Istio? C'est quoi la différence? Est-ce que c'est pareil ou est-ce que il y a des ajouts par rapport à la version open source quand j'utilise une version commerciale, on va dire, comme Anthos Service Mesh? Je ne sais pas si, Kevin, tu peux nous parler un peu de ça. Alors, la version chez Google, donc la version Anthos Service Mesh, est une version très proche de celle qui est open source, qui ensuite a juste des petits ajouts au sein du sidecar et un profil différent qui va vous permettre en fait d'avoir quelque chose de managé par Google et qui va permettre de déverser toute sa télémétrie dans les outils externes de la cloud platform. Donc, si on devait comparer par rapport à la version open source, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans la version open source, vos outils de monitoring, de dashboarding et autres, ils sont à l'intérieur du cluster. Donc, ça veut dire sécuriser ces données pour ne pas les perdre. Si vous avez un problème, généralement, il faut qu'ils soient accessibles puisque c'est là où vous en avez besoin. Si vous perdez ces datas au moment le plus important, en fait, ça n'a servi à rien. Donc là, en fait, ces offres managées, toutes, vont vous fournir ce genre de choses. Et celle via Anthos, c'est vraiment la version quasiment open source avec juste quelques petits modules Envoy rajoutés. Et après, il y en a d'autres, que ce soit chez Google. D'ailleurs, on a deux techniquement. Celui sur lequel on faisait le TP avec Nico, Istio NGKey, était lui un module à Kubernetes, à GKE, qui installait et manageait un Istio pour vous. Donc manager, c'était surtout la mise à jour. Le run se faisait de manière nominale. Mais par contre, quand vous mettiez à jour votre Kubernetes, ça mettait aussi à jour votre Istio, ce qui pouvait amener quelques problèmes d'opération parce que il y a une règle, un YAML qui ne marche plus d'une version à l'autre. Il fallait que vous soyez capable de le prévoir et ça pouvait causer des downtime. Certains en ont pas mal souffert. Et après, pour finir, il y a d'autres prestataires où j'ai un peu moins mis les mains, mais que ce soit sur de l'IBM Cloud, du Banzai Cloud, qui ont développé le premier opérateur Istio, vont vous permettre en fait d'avoir un Istio managé aussi. Et même sur OpenShift, donc pour du on-prem, vous avez un opérateur Istio. D'ailleurs, il y a une grosse refonte avec les versions 1.6, 1.7 d'Istio, donc qui amène je ne sais plus le nom commercial d'Istio chez OpenShift, chez Red Hat, mais qui amène en fait la version dans votre cluster on-prem d'Istio. Vous utilisez les mêmes objets, j'ai juste Red Hat qui a mis une petite surcouche dessus et qui va gérer pour vous en on-prem ces éléments-là. Mais sur GCP, tout mon monitoring, justement, il est géré dans Cloud Monitoring, Cloud Tracing, entièrement c'était Stackdriver. Quand j'utilise Istio sur GKI, toute cette matière qui me sert justement à observer le comportement d'une application et potentiellement même d'autres choses, j'imagine. On n'a pas trop parlé de Kiali qui fait partie d'Istio, mais on va peut-être l'évoquer. Toutes ces choses-là, elles vivent dans Istio à côté de Cloud Monitoring ou c'est intégré dans Cloud Monitoring et puis je passe par là pour mon proxy pour monitorer mon mesh finalement. Est-ce que c'est Cloud Monitoring ou est-ce que c'est autre chose? Alors, si tu es sur la version open source, là, c'est à toi de configurer le système. Il y a un mode démo qui va t'amener des outils comme Kiali, Jaeger et autres Prometheus pour avoir toutes ces informations-là à un endroit. Mais par contre, si tu es sur du manager, le sidecar, donc le data plane dans notre contexte, va aller verser sa télémétrie plus sur les briques internes, mais directement sur la console GCP. Et donc, à partir de là, la consultation des infos se fait directement dans l'outil managé par le cloud provider, dans notre cas, Cloud Monitoring pour Google Cloud. D'accord, donc Istio, c'est le control plane, le data plane, et donc l'API qui est là-dessus, et autour de ça, c'est pluggable en quelque sorte.
à fait. et je mets l'outil que je veux. Je peux mettre du Prometheus, je vais mettre du Grafana. Et donc, il y a un ensemble de ces outils-là qui est disponible dans la version démo open source. Et quand je suis dans une offre packagée chez un cloud provider, là, a priori, ça va être intégré dans les outils que je connais déjà chez ce cloud provider. Oui, cloud provider et même externe, hein, techniquement, tu peux très bien déverser ça dans du Datadog, du New Relic, du Layer 5. En fait, énormément de providers d'analyse, de monitoring ont contribué et ont rajouté leur module de connexion pour que le proxy puisse aller verser envoyer sa télémétrie directement dans leur système. Donc, peu importe l'outil que tu utilises, même si tu es sur un cloud provider qui fournit des dashboards, tu peux garder ton outil managé que tu avais avant si tu en as un favori. Et pour sécuriser la connexion entre Istio et ses sources de données, est-ce qu'il faut un autre Istio? Non, la communication HTTPS suffit à ce moment-là. Ça marche. Nicolas, on a beaucoup parlé de Istio. On a fait que ça d'ailleurs, Istio dans Kubernetes. Mais Istio, c'est aussi utilisable en dehors de Kubernetes. Comment ça marche? Alors, ça l'était pas au début, c'est la promesse, on va dire, de Istio, et ça l'est un peu plus maintenant, ça a apparu dans la doc, la façon de le faire. Le concept est assez simple, en fait, on va venir installer le proxy à côté sur une VM, la VM dont on a besoin. On pense en général aux VM qui font tourner nos bases de données, on va dire legacy on-prem ou même sur le cloud, peu importe. On va venir installer en fait le bout de data plane dont on a besoin qui va se connecter à notre cluster et en fait faire comme si notre VM est tournée dans le cluster. C'est pas vraiment ça, elle tourne dans le service mesh en général. Et on va pouvoir avoir tout ce à quoi on a déjà accès en fait au sein de notre cluster Kubernetes directement avec notre petite VM. Et même au-delà de ça, en fait, avec Istio, ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire du multi-cluster. Alors c'est en alpha ou en bêta, je sais plus. Et on va pouvoir même avoir un control plane qui se trouve dans un autre cluster. Donc c'est voué à aller au-delà du simple cluster Kubernetes. Maintenant, en théorie, Istio se voudrait complètement indépendant de la technologie sous-jacente, donc on pourrait techniquement le faire tourner où on veut. Dans les faits, en général, on le fait plutôt tourner sur un cluster ou avec quelques briques externes, et très rarement, voire jamais, en fait, sur un système complètement en dehors d'un cluster ou de Docker même en général. D'accord. Kevin, tu veux ajouter quelque chose? Les équipes de développement d'Istio cherchent énormément de personnes pour tester dans des environnements tierces, parce qu'il y a toujours du monde pour tester sur du Kubernetes, mais par contre, tester dans des environnements mixtes, voire même d'autres orchestrateurs, c'est plus compliqué. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils ne se concentrent pas énormément sur ces éléments-là, parce qu'il n'y a pas une énorme demande vis-à-vis des solutions typées Kubernetes. Donc, appel aux contributeurs qui utilisent Windows, c'est votre moment. Aurélie, Istio, est-ce que c'est la panacée? Est-ce que ça fait le café? Ou est-ce qu'à un moment, je vais voir des limites et des choses que je ne pourrais pas faire avec? En fait, comme je le répète pour en dire pas mal, une technologie, donc là du coup, Istio n'est pas une baguette magique en fait. Donc du coup, oui, elle a des limitations. Par exemple, en fait, il supporte du protocole TCP, donc de l'HTTP, HTTPS, du gRPC, du TCP, on va dire raw, brut. Mais qu'en est-il du coup du trafic qui n'est pas du TCP? Alors là, voilà, on va dire sa limitation. Par exemple, en fait, dès 2019, j'avais lu des fiches sur GitHub, en fait, à qui parlait du support
tort du protocole AMQP et qu'en est-il du coup de cette avancée, tu vois? Ça, c'est Voilà. un truc qui, personnellement, m'a manqué à un moment où j'ai eu besoin d'Istio. J'ai été arrêté par ça, notamment, donc c'est intéressant que tu l'évoques. Ouais. Et, puisque tu parles des protocoles, j'imagine qu'il y a aussi des fonctionnalités qui sont réservées à certains protocoles. Mais bon, après, ça, c'est juste peut-être la techno qui veut ça aussi, mais on évoquait tout ce qui est protocole et framework d'authentification et d'autorisation tout à l'heure. Forcément, ça, c'est a priori réservé aux protocoles qui supportent ça. Oui. Donc, les protocoles, il y aurait autre chose? Ouais, par exemple, en fait, pour moi, du coup, de l'Istio sera très bien pour de la communication de services en synchrone, mais du coup, pour de l'asynchrone ou des gros, on va dire, services orchestrés, du coup, alors là, tu auras des limitations, en fait. Donc, dès qu'on sort justement du périmètre des protocoles dont tu parlais, dès qu'on rentre, et c'est aussi un peu, enfin, ça m'intéresse de voir comment c'est résolu sur la partie AMQP, parce que c'est un peu aussi la limite de comment on représente les choses dans les outils qu'on a, sur Kiali, dans les outils de l'APM, tous ces trucs-là. Enfin, c'est à un moment, effectivement, quand j'ai quelque chose qui est asynchrone, j'envoie une notif dans RabbitMQ, dans PubSub, dans Kafka, dans ce qu'on veut. Elle est rattrapée un jour. Voilà, et après, on peut même se poser la question de quoi on a besoin. Est-ce que j'ai besoin d'avoir ma requête qui potentiellement vit pendant des heures, avoir une trace complète de ça, ou est-ce que c'est acceptable, ou est-ce que c'est pas la bonne approche? Tout dépend en fait de ton applicatif après, de ton contexte et compagnie en fait. Tu auras peut-être un consumer du coup qui écoutera ou pas. Ouais. D'autres limites auxquelles tu penses, Kevin? C'est surtout par rapport au cas que tu viens de montrer avec un publisher assez courant, et en fait il y a certains moments où il ne va plus être possible de représenter ce genre de choses. Si on parle par exemple de Kafka qui a mis en place un modèle Kafka Query Language, donc tu vas faire une requête sur un système qui va vivre dans le temps, et c'est peut-être la jonction de deux datas qui vont te émettre une nouvelle data. Potentiellement, cet élément-là, en fait, ce n'est plus qu'une simple requête, c'est vraiment de l'agglomérer d'informations et techniquement la faire suivre. Quel est le trace ID que tu vas utiliser? Qui a émis le truc au départ? C'est peut-être 5 éléments différents. Et donc, c'est vrai qu'on tombe sur des protocoles qui sont différents, et de ce fait, tu auras des limites. Istio va vraiment te permettre d'avoir ça sur des protocoles qui sont standards. Dès que ça va être des protocoles un peu plus spécifiques, c'est soit le développeur de ce protocole qui va implémenter des choses, et il existe aujourd'hui des modules à sideloader dans le proxy, par exemple, dans Envoy, qui vont te permettre de rajouter cette observabilité pour un contexte. Redis en est un. Je sais qu'il y en a un que j'aime beaucoup pour Postgre, pour suivre les perfs dans Postgre, avoir ton suivi de ta requête HTTP avec ta requête SQL. Et ça, tu changes de monde, tu as besoin quand même d'une adaptation. Mais là, on reste sur des choses qui potentiellement sont synchrones. Dans le cas que tu évoquais avec le publisher, là, on sort des cas où on est même capable de raisonner sur les outils qu'on a aujourd'hui. En fait, si on même en fait dessiner même comment est-ce que j'aimerais que ce soit présenté, des fois on n'aura même pas cette réponse-là. En fait. Exactement. Ouais. Ok, Nicolas, tu pensais à d'autres limites peut-être? Ou Aurélie, tu n'avais peut-être pas fini d'ailleurs? Non, moi j'étais sur la même idée. Hein. J'avais eu besoin de déclencher des messages venant dans RabbitMQ depuis une base Postgre suite à une mise à jour croisée de différentes tables dans la base Postgre. Et en fait, c'est juste le modèle fait qu'on perd la logique de traçabilité entre la requête qu'est-ce qui a déclenché quoi. Et c'est juste que Istio va pas nous aider là-dedans en fait. C'est pas le but sur de la synchrone comme ça. D'accord.
Une question qui est remontée tout à l'heure, là, c'est plus sur la partie dont tu parlais tout à l'heure, Nicolas, sur les différents services mesh qui existent. Est-ce qu'il y a des services mesh qui sont spécialisés sur certains aspects? Par exemple, Kuma qui serait vendu comme un service mesh universel, Traffic Mesh qui serait vendu comme qui ferait sa pub sur le côté simple, j'ai en opposition à Istio, qui est, on n'en a pas trop parlé, mais dans les pain points qui sont voilà, peut-être un petit peu compliqués à prendre en main. Est-ce que c'est vrai ça, ou est-ce que c'est plus du marketing finalement? Est-ce que des services mesh sont vraiment spécialisés? Alors, pour moi, il suffit de regarder les features qu'ils implémentent d'un point de vue utilisation du service mesh et le niveau de comment est-ce qu'on les déploie. On parlait d'architecture tout à l'heure, voilà. J'allais dire, allez voir sur ce site, vraiment c'est bien expliqué. Vous avez la distinction entre les deux, entre tous les services mesh, on va dire connus. Et l'idée c'est de bien voir est-ce qu'on va le déployer uniquement dans un cluster, est-ce qu'on va avoir besoin de le déployer uniquement sur des VM, on en parlait un petit peu tout à l'heure, est-ce qu'on veut du mutual TLS, parce que je crois que sur Traffic Mesh par exemple il n'y a pas, mais Traffic Mesh c'est très facile à installer, là où Istio c'est quand même mieux de le faire sur un cluster. Il me semble que Consul a à peu près la même approche, mais bon, quoi qu'il en soit, faut vraiment choisir son service mesh par rapport aux features qu'il implémente et dont on a besoin. Ou si on fait pas de canary et qu'on n'en a pas besoin, enfin, faut pas que ce soit un critère dominant dans notre choix de service mesh. Après, on ne sait pas toujours day one ce qu'on va vouloir faire demain, donc c'est aussi un pari. Kevin? Alors, il y a aussi le fait de ce que vous avez déjà. Dans la question, il y avait des notions avec Traffic Mesh qui va forcément très bien s'intégrer avec l'ingress Traffic. Si vous avez un ingress auquel vous tenez, par exemple Istio lui vient avec son propre ingress et que vous ne pouvez pas vous détacher de celui que vous avez, potentiellement des solutions comme Linkerd ne vont pas remplacer l'ingress. Donc ça va permettre de migrer ou en tout cas de garder certaines briques que vous avez déjà et ajouter une notion de service mesh en plus. Donc après, prendre vos contraintes, prendre les besoins et tester. Franchement, aujourd'hui, toutes ces technologies sont très jeunes. Testez, faites-vous la main dessus pour avoir un degré de confiance aussi. Par rapport à la doc, c'est bien d'avoir un produit, mais si la doc est pourrie et que vous n'arrivez pas à avoir de retour de la communauté, peut-être que ce sera plus gênant pour vous. Tout à fait. Ok. Je vais vous demander de sortir vos boules de cristal. Il y a eu Docker, il y a eu Kubernetes, il y a les services mesh, il y a Istio. C'est quoi la prochaine grande révolution technologique? C'est quoi le prochain game changer? Maintenant qu'on a réglé le problème du réseau. Kevin? J'aime beaucoup la tête d'Aurélie. Je sentais pas Aurélie prête, donc je te saute plutôt sur toi, Kevin. Oh là, c'est une question auquel je ne saurais malheureusement pas répondre. C'est aujourd'hui déjà qu'on maîtrise ces éléments, parce que c'est certes des game changers, mais il faut qu'on soit capable de les prendre en main et de les utiliser à fond de leur potentiel, parce qu'aujourd'hui, on l'a décrit au départ, c'est génial d'avoir ces fonctionnalités-là, mais il faut encore que nos devs s'adaptent à la capacité d'avoir 3 versions d'une appli en même temps en prod et recevoir du trafic en parallèle pour pouvoir monitorer toutes ces choses-là. Donc, pour moi, aujourd'hui, déjà être sur ces éléments-là et bien les utiliser. Et ensuite, des pain points suivants viendront certainement des solutions qui vont changer les choses. Mais après, de là, te dire clairement, aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas. J'aurais dit Istio il y a 3 ans et quand j'ai démarré sur les prêts Istio. Mais après, là, je ne vois pas. Nicolas, est-ce que tu veux te mouiller? Je ne saurais pas le placer dans le temps, mais pour moi, c'est sur un autre sujet, mais c'est surtout ce qui est GitOps, c'est comme ça qu'on l'appelle, au niveau de comment est-ce qu'on automatise finalement les déploiements et qu'on est en mesure d'automatiser du Git push, quoi. Enfin, en tout cas, l'utilisation du Git push via notre CI/CD et voire même dans un cluster directement où on aurait un opérateur qui s'occuperait de faire tout le travail, de potentiellement déchiffrer des secrets, mettre à jour les applications. Et finalement, ça rejoint un peu Istio sur le management du réseau, où finalement, on pourrait peut-être avoir un opérateur qui s'occupe de faire tout ce travail tout seul. Par exemple, on lui dit de migrer avec des paliers de trafic de
de pourcentage de trafic d'une version à une autre en prenant tel ou tel microservice, et l'opérateur s'occuperait de le faire, par exemple. Et c'est un peu la voie de certains outils de CD qui existent aujourd'hui, d'ailleurs, effectivement. Donc ça reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure. On n'avait pas... déjà, on n'a pas tout résolu, potentiellement. Enfin, on peut aller plus loin que j'ai mon chart Helm, j'ai mes ressources customized. T'inquiète, je vais dire customized, Kevin, t'inquiète pas. J'ai ça, et puis j'ai mon bouton où quand je push, ça écrase tout ce que j'ai dans mon cluster, et puis ça met la nouvelle version de mes manifestes à la place. En fait, on peut aller un peu après ça encore, mais beaucoup plus loin que ça. Istio et les autres services mesh nous ouvrent des voies, mais en fait, il faut encore résoudre le problème de comment est-ce qu'on orchestre réellement tout ça. Comment est-ce qu'on exploite finalement ces capacités pour le faire en vrai. Et il y a déjà des choses, mais on peut aller encore plus loin, c'est ce que tu dis. Un élément qui existe, c'est Flagger. Et j'en ai volontairement pas parlé avant. C'est une solution en fait qui va piloter Istio pour vous. Et au final, vous allez juste dire j'ai besoin de passer de telle version à telle version, donc comme Nico l'évoquait, et va automatiquement le faire et rollback si par exemple il détecte trop d'anomalies relevées dans le système de monitoring. Si vous commencez, utilisez Istio d'abord plutôt que des outils qui vont vous cacher la complexité parce qu'il faut comprendre ce qui se passe avant de mettre des surcouches. Mais c'est vrai que c'est le genre de choses et d'outils qui pourraient aider. Mais pour moi, c'est pas un game changer, c'est juste une évolution de l'outil actuel. Est-ce qu'on le met effectivement au même niveau révolutionnaire effectivement, je sais pas, ouais. Mais et tu ferais le même point pour parenthèse pour Knative et Kubernetes. Apprenez d'abord Kubernetes et allez sur Knative après, ou Knative justement, ça vise à permettre aux développeurs de ne pas avoir à prendre Kube et donc ça fait plutôt bien ce travail et ce serait peut-être pas la peine. Ça dépend ton métier. De mon point de vue, si ton métier c'est juste de déployer une appli keep it simple et en mode Knative ou Cloud Run et type serverless, t'as pas besoin d'apprendre les surcouches qui sont les sous-couches. Mais par contre, si tu dois l'opérer, si tu dois le gérer, si tu dois l'utiliser de manière avancée, comprendre pourquoi cette problématique-là elle se pose. Est-ce que c'est du niveau Cube? Est-ce que c'est du Knative? Est-ce que c'est du Istio? Est-ce que c'est autre chose? Puisque Knative a besoin d'un élément comme Istio pour travailler, ou alternative d'ailleurs. Mais oui, comprendre ça pour éviter le jour où il y a un problème, savoir déjà où ouvrir une issue et savoir d'où vient le problème. Donc n'installez pas n'importe quoi sans regarder ce qu'il y a dedans. C'est la meilleure manière de se planter. Aurélie, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses à autre chose? Ou peut-être même pas la boule de clé, ça peut être juste la liste au Père Noël. C'est quoi le prochain truc? Alors moi, quand je suis tout à fait d'accord du coup avec Nicolas en fait dans la philosophie du guide Ops. Donc du coup, je suis comme Nicolas. Top. Tout pareil. Très bien. Mais merci beaucoup. Je vous propose de faire un tout petit jeu pour finir. On est à une petite 1h30 là, l'émission. On va s'arrêter là. Je vais vous proposer à chacun de vous, tous les trois, d'exprimer une opinion tranchée que vous avez sur un sujet. Elle n'a pas besoin d'être populaire, c'est mieux si elle est impopulaire d'ailleurs. Comme ça active un peu le débat. Sur n'importe quel sujet, de plus ou moins en lien avec ce qu'on a dit aujourd'hui, plus ou moins en lien avec le milieu de l'attaque. Aurélie, je ne sais pas si tu veux commencer. Tout à l'heure, tu as parlé du YAML. Est-ce que tu as un truc à nous dire là-dessus, par exemple? Exactement. Bon, on a vendu la mèche, en fait. Mais pour moi, j'aimerais du coup que l'on parle du YAML, le fameux langage en fait que quand on pense au DevOps, c'est directement du YAML. Donc on a eu en gros avant du XML. On utilisait la douce époque. À toutes les sauces. J'adorais. Du JSON, qu'on utilisait après
pareil en fait à toutes les sauces. Et là maintenant, c'est qui dit DevOps dit bah tiens ton YAML. Et le plus pervers, c'est que on a ajouté au-dessus de JSON, on a ajouté JSON Schema. Oui. Pour combler des trous, des choses qu'il y avait dans XML. Comme quoi, c'était pas une mauvaise idée. Hein. C'est ça, hop là, tu vois. Mais pour moi, en fait, j'ai l'impression que c'est la toute nouvelle, on va dire, hype, et on en met partout, donc peut-être du coup trop également. Est-ce réellement lisible, compréhensible? Est-ce que ça améliore, on va dire, réellement la productivité? Voilà, je me le demande en fait. Mais est-ce que c'est un coup de gueule sur YAML, le format en lui-même, ou est-ce que c'est plus une réflexion sur le paradigme où on en met de plus en plus partout, ça veut rien dire de plus en plus partout, on en met partout du descriptif en fait. On fait de moins en moins d'impératifs, du jetable, et on dit pour tous les problèmes, on va écrire un gros fichier de conf, et puis on va tout faire avec ça. Pour moi en fait, le coup de gueule, c'est d'utiliser un langage en fait partout. D'accord, soyez polyglotte. Je ne veux pas être ingénieur YAML. Ouais, pourquoi pas mais pourquoi pas du coup en fait utiliser du coup le bon langage pour la bonne problématique. Pas que DevOps, c'est du YAML en fait. Voilà. Pourquoi pas. Et donc, on réécrit toute l'API de Kubernetes en XML. On va lancer une pétition. Nicolas, qu'est-ce que tu peux nous partager? Alors moi, ça va être très simple. J'aime pas les microservices. Les monolithes, c'est bien. Les monolithes, c'est facile. Les monolithes, quand l'appli elle est pas trop grosse, ça se passe bien. Les microservices, faut gérer le réseau, faut gérer les retries, faut gérer. Ok, on vient de dire que Istio réglait un peu pas mal de ces choses-là, mais bordel, arrêtez de faire des microservices tout le temps partout avec du WordPress et du MySQL. Faites-nous un bon petit monolithe tout simple, tout bête, avec une instance, parce que de toute façon personne va sur votre site web, et arrêtez de nous emmerder avec des microservices qui vous servent à rien. Voilà, c'est. D'accord. Juste pour un exemple, on a eu des personnes avec Aurélie, je crois, quand on faisait les prêts Docker Kube Istio, une personne qui nous a demandé est-ce que c'était normal de mettre du Kubernetes plus du Istio pour faire tourner un pod. C'est ça. Et voilà, si vous avez un monolithe, vous n'avez peut-être pas besoin de tout ça. Faut bien justifier la facture des nodes aussi. Attends. Exactement. Très bien. Kevin? Alors, mon avis à moi, c'est que... Alors, moi, j'en ai 10. C'est parti. Non. J'ai galéré, j'ai voulu en trouver un bon. En fait, tous ceux qui aiment donc le YAML indirectement, mais Kubernetes, en fait, vous vous en rendez pas compte, mais Kubernetes, c'est juste une grosse database et vous faites à peu près du SQL tout le temps. J'adore le SQL et j'ai trouvé un lien énorme et j'ai redécouvert le SQL grâce à Kube, parce qu'en fait, Kube, c'est juste une description de ce que vous voulez, comme du SQL, et vous balancez des requêtes dans Kube, et Kube se charge d'exécuter ce que vous voulez. Il vous donne un résultat qui n'est pas un résultat chiffré, c'est pas le résultat d'une requête SQL, mais dans le fond, c'est un déploiement qui va se faire. Et c'est ce que vous avez demandé, c'est déclaratif, et derrière, vous avez. Et donc, j'adore utiliser Kube et j'adore utiliser le SQL. Et depuis que je fais du Kube, je refais encore plus de SQL qu'avant parce que au lieu de s'embêter avec des surcouches dans tous les sens, faire du bon vieux SQL, qui est un langage de 4e génération, donc au-dessus de tous les langages impératifs qu'on connaît, c'est quelque chose d'efficace, simple, qu'il est nécessaire d'apprendre, je pense, pour pouvoir faire des choses qui vont bien marcher. Donc, faites du SQL, vous allez adorer si vous aimez Kube. Je t'attendais là-dessus. J'aurais été très déçu que tu parles pas de... Alors, pas là-dessus, cet angle-là est intéressant. Ça m'aurait étonné que tu parles pas de SQL. Il fallait choisir. J'avais plusieurs batailles, j'ai pris celle-ci. Donc, Aurélie, peut-être une réaction pour... Est-ce que tu as envie d'écrire tes requêtes à tes bases de données en YAML? Ou est-ce que ça va comme ça? Maintenant, je suis très, très déçue, en fait, Vina n'ait pas parlé de Helm, mais voilà.
Je pense qu'il était entre les deux. Et ouais. Troll quand même, mais là, ouais, je suis. Ouais. Mais je vais lancer la peur, je parlais de Hun tout à l'heure, comme ça il a eu l'opportunité de placer une grimace. Je pense que ça vaut tous les discours. Après, tu rigolais sur faire des requêtes SQL en YAML, mais MongoDB, tu les fais en JSON. Ah, oh là là, non, on va pas parler de Mongo. Non. N'entends rien. Très bien. Un petit mot de la fin, quelque chose qu'on aurait oublié de dire. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Bon, ouais. Très bien. Eh bien, merci à vous trois. C'était très sympa. Donc, on va essayer de surveiller, voir si le format a plu. C'est bien, on a réussi à tenir 1h30. C'est le format qu'on ne voulait pas dépasser. Donc, on va essayer de voir si ça a plu. Et puis, si ça a plu, on essaiera d'en organiser d'autres sur d'autres sujets, avec, voilà, en essayant de varier un peu les intervenants. Merci encore à vous trois. C'était très sympa. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à tous ceux qui nous suivent, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et à bientôt. Au revoir. Salut.